au vent. Florence Poinsard, à la fois formatrice et elle aussi directrice d'un EHPAD, ex-directrice. Merci, venez, il n'y a pas de place particulière. Normalement, il devrait y avoir à peu près à cette table. Jean-Paul Rochard, qui avait dit un mot ce matin, il arrive ici. Jean-Paul Rochard, qui est administrateur à l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, également engagé au niveau d'une UDAF départementale, celle de l'Orne, et du coup très au fait d'un certain nombre d'établissements. Marie-Thérèse Leblanc-Briot et Laurence Mitaine, elles étaient déjà là ce matin. Merci encore. Pierre Charazac, merci d'être resté encore avec nous. Et Marie de Henzel, si elle veut bien de nouveau venir ici, parce que nous allons aborder en 2 tables rondes qui s'enchaînent quelques compléments à notre journée. Dans cette table ronde qui a au fond comme sujet de dire quelle est la coopération, quelle est la nature de la coopération qui peut se produire entre différents acteurs qui sont concernés par ce dont nous parlons depuis ce matin, qui est des personnes âgées qui accumulent un certain nombre de deuils. Peut-être elles sont résidentes dans un établissement, peut-être elles sont chez elles à domicile avec plutôt de la famille, peut-être un médecin traitant autour. Donc, il y a une série d'acteurs qui sont concernés par cette question et c'est d'en parler un peu ensemble pour dire au fond lesquels, en quoi sont-ils particuliers. Les familles ne sont pas du tout dans la même position que par exemple les soignants dans un EHPAD ou que les bénévoles à côté. Et y a-t-il une possibilité de coopération entre eux autour du fait que certaines personnes âgées accumulent des deuils et c'est tout ce dont nous avons parlé. Ou certains résidents sont là mais ils sont en plus lourdement endeuillés et donc coopérons-nous pour quelque part repérer les choses. Si j'annonce ça comme sujet, c'est que le deuxième sujet sera de dire y a-t-il des possibilités de prévention des dégâts que causent les situations lorsqu'on ne les gère pas bien, si je peux dire. Et donc c'est pour ça qu'un premier niveau, c'est la coopération entre les acteurs. Et du coup, je vous propose qu'on commence en sollicitant un peu le point de vue des familles. Et je vais demander à Jean-Paul Rochard s'il veut bien dire quelques mots pour dire, avec son expérience de l'UNAF, de ce point de vue-là, comment ils voient les familles par rapport à la responsabilité qu'elles ont autour de leurs anciens, de leurs seniors, de leurs personnes âgées, qui est peut-être effectivement avec une série de pertes dans son histoire et des deuils peut-être récents. Voilà, comment est-ce que vous voyez les familles par rapport à ça? Sont-elles au fond proches? Sont-elles pas du tout concernées? Sont-elles extrêmement différentes, parce que famille, c'est un mot très simple, mais que ça correspond à des situations géographiques, sociologiques, qui n'ont rien à voir. Merci, quelques mots, et je demanderai après aux autres de rajouter comment vous voyez aussi les familles dans ce rôle d'être autour de nos personnes âgées en deuil. Bonjour, oui, j'ai été aussi président de CVS, et à ce titre, j'ai vu beaucoup de résidents ne voir personne. J'avais demandé à l'époque à la directrice de l'EHPAD quel était le pourcentage de personnes qui voyaient leur famille au moins une fois par an. C'est pas grand-chose. Et la réponse a été 30%. Ça m'a effaré. Voilà, alors on se trouve dans des situations, nous les familles, peut-être différentes. On a beaucoup parlé ce matin de résidents en EHPAD, et je pense que ça a été un peu le leitmotiv depuis ce matin, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. En EHPAD, on peut s'appuyer sur une équipe pluridisciplinaire. Ça va de la directrice à la personne qui fait le ménage. Je le dis d'autant plus que je l'ai vécu et que donc on se retrouve avec la directrice qui, quand vous arrivez, vient vous dire bonjour. Et c'est important, le psychologue qui est là, qui sort de son bureau, et puis après toutes les équipes soignantes. C'est important pour la famille et pour le résident. Si la famille se sent soutenue quand elle doit venir annoncer un événement comme un deuil, il faut aussi qu'on l'annonce ou qu'on ne l'annonce pas avec l'équipe de l'EHPAD. Quand je dis où on ne l'annonce pas, est-ce que le moment est propice pour l'annonce? Est-ce qu'il vaut mieux attendre 24 heures, 48 heures, une semaine, si c'est possible? On peut se trouver dans des situations aussi différentes, dans le sens où
comment dirais-je, est-ce que le décès, entre guillemets, était prévisible? Est-ce que la personne, le résident, était informé d'un possible événement? Tout ça, c'est à réfléchir avant. Et je pense que les équipes en EHPAD sont tout à fait sensibilisées à ces sujets-là. Et puis, il y a le cas dont on n'a pas beaucoup parlé, des personnes qui sont restées chez elles. Et là aussi, on peut se trouver dans deux situations. La personne est chez elle, mais elle est déjà entourée. Il y a une famille proche, il y a une famille aidante, et la famille, elle restera proche et aidante après l'annonce de l'événement. C'est particulièrement important. Ceci dit, moi je vis en milieu rural, dans un petit hameau où on est 4 résidences secondaires et une ferme. Vous voyez ce que je veux dire? S'il m'arrive quelque chose demain matin, ou ma voisine qui a 90 ans, s'il lui arrive quelque chose demain matin, ou si on doit lui annoncer un décès et arriver à 90 ans, vous vous doutez que la situation n'est pas toujours simple. Elle a perdu une fille il y a 65 ou 66 ans. C'est toujours une plaie ouverte. Donc si demain matin, on vient lui annoncer par téléphone que son mari est décédé, c'est ce qui s'est passé il y a 4-5 ans, c'est un peu compliqué. Alors on est en milieu rural, on n'est pas à Paris ou dans une grande ville, mais c'est particulièrement difficile. Et là, on a besoin d'être proche. Et même si je suis le seul proche d'elle aujourd'hui, et je l'étais aussi il y a 5 ans, c'est important de pouvoir trouver du monde et de pouvoir s'appuyer sur des visiteurs, de personnes comme vous et moi d'ailleurs, parce que je le fais aussi. C'est important de pouvoir s'appuyer sur ne serait-ce que le portage des repas, les personnes qui viennent, qui restent 5 minutes, peut-être que 5 minutes, mais c'est 5 minutes. Des gens qui viennent faire le ménage, c'est un peu plus long que 5 minutes. Et donc c'est important pour moi, pour ces gens-là et pour les familles, de savoir qu'on peut s'appuyer sur tout un réseau. Et il faut essayer de mettre en place ce réseau. Ça, c'est le point de vue un peu des familles. Et puis, il y a des personnes un peu plus particulières qui peuvent intervenir et qu'on peut faire intervenir, surtout quand on est la famille. C'est un ministre du culte. Et quelle que soit la religion, si la personne est croyante, dans sa religion, c'est important qu'elle puisse avoir accès à un ministre du culte pour pouvoir s'appuyer sur autre chose. On a parlé ce matin du spirituel, et je crois que c'est particulièrement important. Voilà. Et au risque de vous couper, j'ai envie de poser... Je m'arrêtais là. Non, mais ce n'est pas vous arrêter, vous pourrez bien sûr revenir après. J'ai envie de passer presque la même question, mais à Pierre Charazac, en disant, dans votre pratique en libéral, avec les personnes que vous accompagnez sur des situations de... Quel regard ça vous permet de porter sur leurs proches, sur les familles autour? Sont-elles, par rapport à toutes ces situations, sont-elles présentes? Sont-elles absentes? Sont-elles empêtrées dans la difficulté de dire, pas dire, etc. Est-ce que vous pouvez compléter ce regard Oui, dans le cas du deuil, pour rester dans notre thème. Toujours, bien sûr. Oui, j'ai affaire, bien sûr, souvent aux conjoints, aux familles. Beaucoup de choses ont été dites depuis ce matin. La question du silence, qui est toujours extrêmement difficile. En rapprochant peut-être un tout petit peu le micro de votre bouche. La question du silence qui a été abordée ce matin, qui est aussi difficile en cabinet qu'en institution pour les équipes, quand la famille impose le silence sur un deuil, ce qui arrive parfois. Ce que j'avais pensé dire en quelques mots, parce que c'est ce que vous m'aviez inspiré dans votre programme, ça concerne les familles, c'est la question, on va dire, de la dépression. Le deuil, c'est un état dépressif, bien entendu, qu'on peut considérer comme normal, qu'il n'est pas dans tous les cas.
c'est pas toujours facile de faire la part d'un deuil qu'on peut considérer comme normal dans sa durée, dans son intensité, et quelque chose qui bascule dans le pathologique et qui nécessite une intervention médicale, voire une prescription. Ce que je voudrais dire là-dessus en quelques mots, et ça concerne bien sûr les familles, c'est que la dépression est du sujet âgé, qu'il soit en deuil ou pas, est souvent non dite. C'est un petit peu comme l'enfant. L'enfant ne dit pas « je suis déprimé », il dit « j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre ». Chez le sujet âgé, les choses sont un petit peu comparables. Et j'ai l'habitude, et je le dis parfois aux familles ou aux conjoints, j'ai l'habitude de rappeler ces 3 choses élémentaires qui sont la perte d'appétit, la perte de poids et la perte de sommeil. Bien sûr, je ne vais pas résumer la problématique de la dépression à ça, bien entendu, mais au niveau, j'allais dire clinique, je ne peux pas employer un autre terme, pour l'environnement, pour les soignants aussi, qui parfois passent à côté de cet aspect-là, pour moi, c'est bien souvent les 3 choses qui doivent alerter. Et j'attire toujours l'attention sur la perte de poids qui passe souvent inaperçue. Et quand on se rend compte, eh bien, c'est 10 kilos, 12 kilos qui ont disparu. Bien entendu, on ne peut pas résumer la prise en charge à ça. La dépression se soigne, mais les médicaments ne suffisent pas. On a parlé de l'écoute. Il faut revenir encore à la question de l'écoute, à l'importance aussi de la psychothérapie. J'ai été frappé en écoutant Marie de Henzel par le fait qu'en définitive, ce que vous avez dit sur cette ouverture que représente le vieillissement, on pourrait en dire autant finalement de toute psychothérapie à tout âge. Et ce n'est pas du tout pour diminuer l'importance de ce travail que vous avez évoqué, hein. Mais au fond, on pourrait presque dire que toute l'existence devrait être comme ça. Bien entendu, c'est rarement le cas, parce qu'il y a des crises, parce qu'il y a des deuils, justement. Mais enfin, il faut insister vraiment sur, en complément éventuellement d'une prescription, quand elle est nécessaire, dans les cas que j'ai rappelés tout à l'heure, mais l'importance de l'adressage, le mot n'est pas très élégant, à un psychologue, à un psychothérapeute, à un psychiatre orienté vers la psychothérapie, et pas seulement sur les scores, bien sûr. Je retiens dans ce que vous dites un mot qui est « il faut attirer l'attention des familles sur », elles ne le voient pas, cet amaigrissement. Et pourtant, et là voilà, j'ai envie de m'adresser aux autres, les uns et les autres. Vous n'êtes pas tous dans les mêmes positions. Est-ce que vous auriez aussi un commentaire à dire? Comment vous voyez les familles autour de... Alors, Séverine Labou, merci beaucoup. Peut-être vu depuis l'expérience d'avoir fait vivre des établissements, de les avoir... Voilà. Comment est-ce que vous voyez... Voilà. Que peut-on dire de la façon dont on voit les familles autour toujours de nos personnes? À vous. Alors, on pourrait dire tout un tas de choses. Moi, ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'il faut faire alliance, en fait. Je pense que c'est le mot le plus exact de ce qui doit se créer dans une institution entre les professionnels et les familles pris au sens large. Et puis, j'aimerais aussi parler de quelque chose qu'on n'évoque pas souvent. C'est que les familles de nos résidents, leurs proches, généralement, ce sont leurs enfants. Leurs enfants ont entre 60, 65 ans et même plus. Et nous, professionnels, on est toutes beaucoup plus jeunes, en fait. Et c'est important de le relever parce qu'en fait, il va y avoir une pudeur, la pudeur de quelqu'un qui a 65 ans et quelques, qui ne va pas oser dire aux professionnels, alors certains vont oser, dire toute leur souffrance que leur papa ou leur maman a changé ou est en train de changer. Et c'est très délicat de l'exprimer. Ça ne va pas être exprimé sous la forme de la souffrance de l'enfant vis-à-vis de son parent, parce qu'ils vont se dire « Oh, c'est ridicule si je le dis comme ça ». Donc, ça va s'exprimer de différentes façons. Or, nous en avons conscience et c'est nécessaire d'aller vers les familles. Et cette pudeur peut aussi, s'ils n'arrivent pas à l'exprimer, les éloigner des résidents. Surtout quand on n'arrive pas à communiquer avec un résident qui a des troubles cognitifs, ce qui est la majorité de nos résidents. Donc, cette pudeur associée à cette peut-être difficulté à entrer en relation, à maintenir le lien, il faut que nous, professionnels, nous allions au-devant pour accompagner et faire alliance. Et on l'a évoqué, et vous le savez, dans les EHPAD, il y a un manque de moyens énorme, des besoins abyssaux.
Je ne vais pas vous dire tous les statistiques, mais plus de 86% de nos résidents ont besoin d'aide pour manger, pour aller aux toilettes. Et vous savez bien qu'on n'est pas assez d'effectifs. Pour autant, on sait qu'on devrait avoir du temps auprès des familles, parce que sans elles, on ne va pas bien accompagner ou pas de manière optimale les résidents. Les résidents vont mieux si leurs proches sont là, s'ils ne sont pas abandonnés, s'ils n'ont pas seulement 30% de visites. Et vous donnez quelques idées, parce que cette idée d'aider les familles à trouver place au sein de l'EHPAD, alors d'abord auprès de leurs proches, parce que tous n'ont pas forcément envie de s'associer à la vie institutionnelle, mais d'abord auprès de leurs proches. Donc on a différentes idées. Alors évidemment, il y a un psychologue dans l'établissement, et il est là pour les résidents, mais aussi pour les familles. Ça, on tient toujours à le rappeler. Et puis souvent, ce qu'on propose, ce sont des sensibilisations. On ne se permet pas de dire qu'on forme, hein, mais on donne des sensibilisations. Mais justement, qu'est-ce que la validation de Naumifeld? Qu'est-ce que l'utilisation d'un espace Nozen? Comment entrer en communication autrement avec son proche? Il est devenu autre, mais je peux encore rester en communication avec lui ou avec elle, et donc revenir tous les week-ends et toutes les semaines, et ainsi éviter que la personne se dégrade, si vous me passez l'expression. Il y a aussi d'autres sensibilisations ou formations que l'on donne via une association. C'est par exemple la formation dernier secours. Vous savez que la fin de vie, c'est beaucoup technicisé au niveau du soin. Du coup, les familles ont pris beaucoup de recul. Or, ce qui se transmettait de façon ancestrale, c'est perdu. Et donc, les familles n'osent plus et se retirent au fur et à mesure du soin technique. Donc, on propose ces formations-là. Après, les équipes ont plein d'idées. Elles ont créé récemment chez nous un beau projet qui s'appelle la valise Rêve-Zen, où dedans, il y a des huiles essentielles, des peluches, un casque virtuel, des arômes, une couverture lestée pour que les familles, puis des huiles de massage, pour que les familles aussi aient ce temps dédié, très doux, avec leurs proches, qui ne demandent pas une technique particulière. Et puis un exemple, un ultime, qui peut être un petit peu à contre-courant de ce que je viens de dire, c'est que c'est aussi sa juste place. Laisser à l'enfant même qui a 65 ans sa place d'enfant, ne pas décider à la place de son proche. Typiquement, ne pas remplir le document directive anticipé à la place de son proche. Or, c'est très tentant, sachant que les résidents ont majoritairement des troubles cognitifs. Et j'en termine par là. Le peu de résidents que nous avons qui n'ont pas de troubles cognitifs, j'ai en tête, je pense à une résidente en particulier, qui avait une centaine d'années, on lui a découvert un cancer. Voilà. Toute sa tête. Il ne fallait pas le dire à son fils. Ben non, il ne faut pas l'inquiéter. Juste pour dire qu'elle est restée une maman jusqu'au bout des ongles. Et que c'est pour ça aussi qu'on insiste sur la juste place des familles. Merci beaucoup de ce complément. Alors peut-être, voilà, Florence Poinsart, je crois, prend le micro. Merci. Et puis encore peut-être un petit éclairage. Et puis peut-être ça après, marche. Si vous voulez que ça aille jusqu'au bout. Et après, on passera à un autre acteur qui sera les aidants, les personnes en EHPAD. Je valide tellement ce que vous venez de dire sur le fait de faire alliance. Mais quand Laurence m'a demandé de venir ici, elle m'a dit « Si tu peux faire un peu poil à gratter, fais donc poil à gratter. » Alors, je vais vous faire le cynorhodon dans l'après-midi. Là, je vais piquer un peu pour qu'on puisse faire alliance avec une vision très systémique de ce qu'est un EHPAD. Il faut que nous arrêtions de mentir aux familles. Il faut que nous arrêtions de répondre à des demandes qui sont anti-accompagnement et qui sont délétères pour elles, les familles, pour les résidents que nous accompagnons et pour les équipes qui sont écartelées. J'ose dire que dans ces temps de rencontres avec les familles dans lesquels on fait visiter l'établissement, on reçoit les dossiers, ils sont incomplets, etc. Donc on les reçoit encore, on en parle. Moi, systématiquement, je faisais en sorte de glisser le fait que c'était probablement la dernière maison de leurs proches et que ça faisait partie de notre travail que d'essayer que l'ensemble de la vie qui restait à vivre soit la meilleure possible, y compris celle des derniers instants. Et le retour général des gens, bon, il était bon que j'ai une boîte de mouchoirs dans mon bureau, mais le retour général des familles était très soulagé parce que j'avais, moi, osé le mot. Et qu'il est vraiment important que
on arrête de vendre, et j'emploie ce mot exprès, qu'on arrête de vendre dans les établissements des choses que nous ne sommes pas capables de tenir et qui nous empêchent de faire ce qui serait et ce qui est la beauté magnifique de nos métiers. Merci beaucoup de ce propos. Alors, on a eu tout à l'heure rien pour les vieux sans les vieux, je crois. On a là, il faut arrêter de mentir. Nous avons des phrases assez musclées par rapport à tout ça. Est-ce que du côté des bénévoles, vous voudriez rajouter quelque chose sur le regard que ces situations de bénévoles permettent de porter sur les proches, les familles, etc. Alors, juste avant de passer la parole à Marie-Thérèse par rapport aux bénévoles, moi je voudrais renforcer cette idée du aller vers. Je pense que c'est vraiment important, et pour les résidents ou les personnes âgées qui sont encore au domicile, parce que comme on en parlait un peu ce matin, on parle beaucoup des EHPAD, des institutions où sont les personnes âgées, mais heureusement, il y en a encore beaucoup au domicile et qui bien souvent sont isolés. On va avoir comme visite l'aide à domicile qui va venir le matin pour faire la toilette. Et malheureusement, il y a les professionnels. Il va falloir déplacer la personne pour qu'elle aille chez le médecin, parce que le médecin ne se déplace plus, parce que manque de temps, etc. Le kiné, c'est pareil, il va falloir l'emmener chez le kiné, etc. Le aller vers me paraît être un concept qu'il faut développer pour accompagner les personnes âgées et leurs familles, et oser aller à leur rencontre pour créer justement cette alliance qui va faire qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout, d'autant que les familles, de quelle famille parlons-nous ? Elles sont aujourd'hui, les enfants sont âgés aussi, quand on est dans le grand âge. Les petits-enfants, ils pensent plus forcément aller voir papy, mamie, et quand c'est l'arrière-grand-mère ou l'arrière-grand-père, ils sont dans d'autres espaces, dans d'autres visions du monde. Donc il faut vraiment aller vers, et c'est notre rôle en tant qu'association et en tant que professionnel d'avoir ça en tête pour les années à venir. Alors, avant de vous permettre à Laurence Mitaine ou à Marie-Thérèse Leblanc-Briot d'aller plus loin sur ce aller vers, j'ai vu que Pierre Charazac avait très envie de réagir à quelque chose que vous venez de dire, peut-être toutes deux. Oui, parce que je voulais revenir sur l'écoute, et aller vers, ça va justement dans cette direction. Il faut aller vers aussi dans l'écoute. C'est un petit peu comme avec les adolescents. Si on reste muet comme une carpe devant eux, ils ne vous parleront jamais, et jamais on pourra démarrer un travail avec eux. Il faut aller vers également dans l'écoute et ne pas se contenter de dire est-ce qu'il vous parle de la mort des fois ? Non, il n'en parle jamais. Si nous, on ne va pas vers aussi, en osant aborder certains thèmes, il y a des personnes qui ne nous en parleront jamais de leur envie de mourir. Et après, on voit des statistiques, des choses qui sont faussées par le fait que si on se borne, encore une fois, à écouter passivement d'une certaine manière, eh bien, il y a des personnes qui ne nous confieront jamais ce qu'elles portent en elles. Donc c'est aller vers aussi dans ce sens-là. Aller vers, faire alliance, vous l'avez dit aussi, Jean-Paul Rochard, dans d'autres termes. Est-ce qu'un complément sur comment les bénévoles, peut-être, arrivez-vous à aller vers ou à finalement faire ? Alors c'est justement pour parler des accompagnants bénévoles qui interviennent un peu à domicile et donc surtout effectivement en établissement. Et pour dire aussi qu'ils ont un rôle spécifique aussi au niveau de la présence aux familles. C'est une chose dont on a beaucoup parlé au niveau de la commission personnes âgées de la fédération. Parce qu'effectivement, pour faire alliance, pour que les familles soient présentes, il faut qu'elles puissent s'y retrouver, sentir un soutien. Juste un mot pour dire que quand on est famille d'un proche très âgé qui est en établissement, c'est quand même une sacrée tempête. En plus de tous les soucis qu'on a, matériels, etc., ça fait revisiter tous les liens qu'on a avec son proche. C'est sa maman, c'est son papa, les liens dans la fratrie, le sentiment de ne pas être à sa place. J'ai bien aimé ce que vous avez dit, il faut rester à sa place d'enfant. Et combien se sentent devenir, ont l'impression de devenir le parent de leurs parents.
de tout porter, d'être en sandwich. Donc, les accompagnants bénévoles peuvent être à l'écoute, justement pour que chacun reste à sa place et puisse tenir sa place. Et vous dire qu'au niveau de notre commission, nous avons un projet de travailler sur des supports, des repères que l'on pense concevoir comme des plaquettes qui seraient mises largement à disposition des familles, mais aussi des professionnels, autour d'idées très simples. Par exemple, être orphelin à 80 ans. Hein ? C'est rien être orphelin à 80 ans si on a perdu son papa ou sa maman. Se sentir le parent de son parent. Est-ce qu'on annonce un décès ? Comment on annonce une mauvaise nouvelle ? Comment on rend visite à son proche âgé en EHPAD quand il est au milieu de la salle à manger ? Enfin, vous voyez toutes ces idées-là, et en espérant que ces plaquettes puissent être prises, être lues, être un support aussi d'échange. Et je voudrais juste dire aussi la pression que notre société, dont on a beaucoup parlé aussi ce matin, exerce auprès des familles. Et je me souviens d'une dame qui venait rendre tous les jours visite à son mari, atteint d'une forme particulière de maladie démentielle, et qui me disait « J'ai perdu tous mes amis parce qu'ils me disent que ça ne sert à rien, qu'ils ne me reconnaissent plus, qu'ils ne me parlent pas. Et moi, quand j'arrive, pendant 30 secondes, il a ce regard. Je vois qu'il me reconnaît. Après, ça part. Mais pour ce regard, je viens tous les jours. Mais personne ne comprend. Ils me disent que je devrais vivre pour moi. » Donc, on a aussi cette responsabilité. Alors, merci de ces points à plusieurs voix, et je voudrais solliciter peut-être les observations ou les avis que vous avez quand on est plutôt du côté de l'EHPAD, du côté des équipes soignantes, etc. Pour dire, parce que ce matin, il y a eu cette phrase assez... Il m'a semblé retenir une idée qui est que, pour la plupart, il y a comme une limite à l'envie de faire vraiment connaissance de la personne, du résident. On le voit un petit peu, mais finalement, on n'a pas le temps. Et au fond, on n'a pas peut-être le soignant lambda ou l'aide-soignant n'a pas le temps et l'envie d'aller chercher plus loin qui est vraiment cette personne avec son histoire et tout. Peut-être le psychologue de l'établissement a plus de temps pour y aller. Mais voilà. Autrement dit, un regard aussi pour dire ces soignants, ces cadres qui sont là dans l'EHPAD, par exemple, parce que dans les situations des familles isolées, il n'y a peut-être personne. Est-ce que vous pouvez en dire un mot pour dire sont-ils là et d'une certaine façon coopèrent-ils à cette, quelque part, compréhension de la personne qui est là dans ces deuils qui s'accumulent pour éviter l'escargot qu'on a entendu, le repli, l'isolement, je ne parle plus parce que de toutes les façons, ça n'a plus aucune importance, je ne compte plus. Voilà. Peut-être c'est plus vers des personnes qui ont eu des responsabilités dans des EHPAD que ma question est tournée, mais les autres, vous pouvez peut-être dire les mots comme vous les voyez très crûment. N'hésitez pas. Alors, effectivement, on l'a dit tout au long de la journée, nos aînés vivent des deuils successifs très différents, la perte de ses contemporains, la perte de capacité, la perte de sa maison quand on entre en EHPAD. Donc tout cela, on en est très conscient quand on est professionnel, on le sait, on l'a intellectualisé. Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas le risque de le banaliser, puisqu'en fait, par définition, une personne âgée est une personne qui est endeuillée. Et puis, si on parle crûment, effectivement, nous sommes malheureusement habitués à, comme on dit dans le jargon, à des entrées et des sorties. Donc, les responsables ont pour mission de pouvoir penser l'accompagnement de la santé mentale, du deuil et de tout de manière générale, de manière systémique. Systémique, ça veut dire de manière structurée, systémique et managériale. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'en fait, les choses ne vont pas venir forcément d'elles-mêmes, même s'il s'agit d'humains. Quand on est en collectivité, il y a une structure, il y a des choses qui se mettent en place, des biais, en plus des biais personnels. Donc, on doit structurer et manager. Et donc, dans cette structure, eh bien, je vais donner l'exemple du projet d'établissement, ou qu'on appelle aussi projet de vie, dont l'objectif, l'idée, c'est bien de placer chaque individualité au cœur des réflexions pour organiser un fonctionnement collectif. Vous voyez, le défi, il est quand même d'ampleur, mais on peut le réaliser. Ce qui fait qu'on va structurer notre pensée d'accompagnement de manière individuelle et collective d'avant l'entrée, pendant l'entrée et durant le séjour. Et donc, on va avoir besoin de tout le monde.
Les professionnels, effectivement, il y a différents professionnels, les familles, avec différentes géographies, comme on le disait. Ça peut être une famille qui est absente, ça peut être la voisine, il n'y a peut-être pas de famille. Et là, d'où l'importance des bénévoles, notamment. C'est également les tuteurs ou les mandataires de protection judiciaire et les professionnels. Parce qu'il y a des études de l'adresse qui montrent bien que les professionnels en établissement sont aussi considérés comme des aidants, et nous sommes majoritaires, ce qui fait le lien avec le statistique qu'on évoquait tout à l'heure. Donc on a besoin d'être tous ensemble. Et pour vous donner très rapidement un exemple de cette structuration, avant l'entrée, nous, par exemple, pour appréhender la santé mentale et le deuil, on remet un dossier. Le dossier classique que le ministère nous demande, mais on ajoute aussi nos propres documents. Et on a créé, mais ça on l'a dans beaucoup d'EHPAD, le document Histoire de vie, où on pose des questions. On marque bien dans le préambule, ne répondez que si vous le voulez, parce que ça peut être considéré comme indiscret. Je vais juste évoquer avec vous 3 questions. Il y a une des questions qu'on pose, c'est combien avez-vous d'enfants? Ce n'est pas pour l'obligation d'aliment financière derrière, mais c'est bien parce qu'on évoque, on l'a évoqué, c'est la perte d'un enfant. Et moi, je suis de la région Hauts-de-France, et les mamans qui ont eu 10 enfants, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Et quand on a eu 10 enfants et qu'on est de cette génération-là, généralement, elles ont perdu 1 ou 2 enfants. Donc, on pose la question et on attend de voir ce qui va nous être répondu. L'autre deuxième question que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'on pose la question libre, telle que quel est votre meilleur souvenir que vous souhaiteriez nous transmettre? Dernière question, réponse libre. Qu'est-ce que vous voudriez nous transmettre tout court? On n'a pas voulu dire quel est le mauvais souvenir ou qu'est-ce que vous voudriez nous transmettre? Ce qui nous permet d'avoir des informations en amont. Alors, ça ne veut pas dire que tout va être dit, parce que écrire, on n'a peut-être pas envie de tout dévoiler. Tous nos résidents ne sont pas capables d'écrire. Donc, à la suite, il y a aussi la visite de préadmission avec le médecin notamment, où c'est l'occasion d'un échange, de pouvoir développer un peu plus, pas que sur l'aspect médical. Et puis, il y a l'entrée. Il y a l'entrée dans la durée en EHPAD, où on va faire un projet de vie personnalisé temporaire, où on va voir si ce qu'on a recueilli comme information à l'oral et à l'écrit, si on peut voir s'il y a d'autres informations, si on peut les développer. Et puis quand je disais qu'en EHPAD, c'est tous les professionnels, il n'y a pas que des soignants. Il y a les agents d'accueil, c'est d'ailleurs la première personne qu'on voit quand on arrive en EHPAD. Il y a le cuisinier, il y a l'animatrice, il y a la responsable hôtelière. Et puis vous savez quoi? Vous le savez, les résidents, parfois, ils vont se confier à telle personne et pas une autre. Peut-être parce qu'elle ne porte pas une blouse blanche. Ou peut-être que oui, elle porte une blouse, mais ce n'est pas une soignante. Donc du coup, on a besoin dans cette entrée dans la durée, qu'on a structurée, d'avoir le regard de tout le monde. Tout le monde doit venir se présenter, pas jouer le curieux mal placé, mais peut-être recueillir des informations. Et cela, après, on le fait tout au long du parcours avec le projet de vie personnalisé qui doit être revu à minima tous les ans, toujours en discussion avec le résident, même s'il a des troubles cognitifs, c'est lui la priorité, on regarde comment il réagit, et en lien évidemment avec son entourage, sa famille, parce qu'effectivement, s'il y a des décès dans la famille, c'est important aussi qu'on le sache. Donc ça, c'est la structuration et qui est pensée de manière individuelle. Au niveau collectif, comment on appréhende le deuil, notamment quand il y a des résidents qui décèdent, parce que ça aussi, il faut le penser, ce sont des deuils qui s'accumulent. Alors j'aime bien ce qui a été dit à plusieurs reprises dans la matinée, parce que c'est vrai, il y a des résidents qui sont chagrinés, d'autres qui sont indifférents. Mais néanmoins, il faut qu'on pense tout cela à l'échelle de l'établissement. Et donc, chaque établissement a développé ses propres méthodes. Je me rappelle d'une collègue qui avait développé la méthode de la haie d'honneur. Quand un résident sortait de sa chambre, il y avait la haie d'honneur. Ça ne passe pas dans tous les établissements, parce qu'il y a une culture, il y a une façon d'appréhender le deuil, le décès de nos résidents. Ils ne nous appartiennent pas, mais vous voyez, c'est une déformation, c'est un attachement. On a fait autrement. C'est quand on annonce... une professionnelle soignante ou la psychologue va aller dans chaque chambre des résidents annoncer tout doucement la perte d'un des membres de l'établissement. On va prendre le temps pour le faire. Il y aura une petite table à l'entrée du service ou de l'établissement avec un photophore, une photo de la résidente ou du résident avec un livre d'or, voir si on veut laisser un message. On va proposer d'accompagner aux funérailles si elles sont à l'extérieur. On va proposer des funérailles à l'intérieur, on a l'espace. On peut aussi dire une messe pour ceux qui sont de croyance catholique, une messe au sein de l'établissement. On a un lieu de culte neutre pour toutes les religions. On va aussi proposer des groupes de parole aux familles. Un livret aussi, comment gérer des funérailles, parce qu'il y a tellement de choses à penser. On a aussi organisé la journée du souvenir, qui peut arriver plusieurs mois après le décès, où on invite tous les résidents, mais aussi toutes les familles endeuillées, pour leur dire, voyez votre proche, c'était pas que entrée et sortie, c'était pas qu'un numéro.
On revient vous revoir dans quelques mois et on va se rappeler de lui ou elle, on va dire quelques mots. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des raisons qui nous laissent des dons ou leurs proches. Du coup, on va planter un arbre, on va mettre un banc avec son nom. Et surtout, quand on fait aussi la rétrospective de l'année, on ne commence pas à enlever les photos où il ou elle apparaissait. Donc, en fait, voilà, il y a plein de choses, autant au niveau individuel que collectif, qu'on doit penser. Et ce n'est pas l'apanage exclusif, encore une fois, des professionnels et pas uniquement des soignants. C'est tous ensemble. Encore cette idée d'alliance. Merci, parce que vous faites vivre le troisième acteur, finalement, qui est là tout autour, et l'idée que c'est tous ensemble, quelque part, soit en alliance, soit en coopération. Ce n'est pas chacun dans son coin, comme des tuyaux d'or, qui ferait le mieux pour la personne. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter? Oui, peut-être Florence Poinsart. Merci. Je veux bien rajouter quelque chose. C'est ce qu'il faut faire, ce que vous venez de raconter. Et je suis ravie à chaque fois que j'entends des retours sur des établissements où cette question de l'humain est prise dans sa globalité, dans la globalité d'un accompagnement du système. Aujourd'hui, je ne suis plus directrice d'EHPAD, je suis formatrice. Ça veut dire que j'arrive dans des établissements plus ou moins lambda, et que parmi les relativement premiers exercices que je fais travailler à l'équipe réunie, ça va être de choisir quelques résidents et de mettre en commun tout ce que chacun des agents présents autour de la table sait de qui est cette personne. Et hélas, je dois dire que c'est affligeant. J'aime pas dire ça. Mais en même temps, il faut comprendre. Ressortent des choses. Moi, je sais que ceci, cela. Elle m'a raconté que ceci, cela. Oui, et puis il paraît que ceci, cela. Et quand au bout du compte, on met bout à bout toutes ces informations, ce que l'on comprend, c'est que quand il n'y a pas une volonté structurelle, managériale, d'en faire un projet d'accompagnement centré sur la personne, ce sont des informations gentilles, partagées avec tel ou tel individu, mais là où je commence du coup à activer un peu un levier avec les équipes, c'est que je les laisse patauger un moment sur le fait que, finalement, on ne sait pas grand-chose de qui est cette personne. Et que cette prise de conscience-là, c'est ce qui permet de pouvoir recaler. Qu'est-ce que ça serait alors une dimension d'accompagnement centrée conjointement sur la personne et plus particulièrement, puisque c'est à peu près 60-70% de la population des EHPAD maintenant, on a tellement besoin de savoir, non pas devant quelle émission de télé ils étaient à moitié endormis avant de rentrer, mais qu'est-ce qui les faisait se lever le matin quand ils avaient 50 ans, quand ils avaient 40 ans, quand ils avaient 30 ans ou 20 ans, c'est-à-dire des choses où, en mémoire ancienne, on va pouvoir générer avec eux des projets d'accompagnement centrés sur leurs capacités, centrés sur leurs expertises, centrés sur eux. Donc c'est en chantier, il y a plein d'endroits où on sait faire et puis il y a encore pas mal d'endroits où on a besoin d'activer cette dimension. Merci beaucoup d'avoir ajouté ça, parce qu'au fond, je crois que vous venez de redire sur notre cas ce qui a été évoqué ce matin sur l'idée qu'il y a un enjeu éthique dans la façon dont on s'y prend, à travers le mieux comprendre qui est cette personne dans son ensemble pour pouvoir agir juste avec elle ou pour elle. Et c'est quasiment la même question que ce qui nous a été formé sur l'éthique. Et du coup, merci beaucoup d'avoir ajouté ça. Alors, pendant que vous parliez, je voyais Pierre Charazac qui... Ça a dû lui donner une idée qu'il avait envie d'ajouter. À vous. Et après, on passera à la deuxième table ronde. Mais allez-y. Je voulais juste apporter un élément qui n'a pas été évoqué, mais par rapport à ce qui vient d'être dit, il faut tenir compte, bien sûr, de ce qu'on appelle une résistance de la part des soignants. Je voulais simplement
rapporter ce fait que tous ceux qui interviennent en EHPAD connaissent 9 personnels d'EHPAD sur 10, 99 sur 100 vous disent qu'ils ne veulent surtout pas finir leur jour dans un EHPAD. Faisons changer l'EHPAD. Marie de Henzel, oui, le micro peut circuler entre vous. C'est d'ailleurs pour ça que c'est précieux que vous soyez en arc de cercle. Merci pour la table. Oui. Je pense que ça fait partie plutôt de la première table ronde, mais j'avais envie de réagir sur ce que vous avez dit sur la haie d'honneur, parce que s'il y a une chose, je pense, qui vraiment, je dirais, fait du mal à la santé mentale de la personne âgée endeuillée, c'est d'être dans le déni de la mort. Parce que toutes les personnes très âgées pensent à la mort, c'est dans leur tête. Elles n'y pensent pas de manière morbide, elles y pensent parce qu'elles s'en approchent. Et là, je parle des personnes qui sont encore, qui ont leur faculté cognitive, mais les autres aussi, elles y pensent. Et malheureusement, je dirais, ceux qui prennent soin de ces personnes qui appartiennent à notre société du déni de la mort, sont des personnes qui n'ont surtout pas envie d'aborder le sujet. Et je me souviens que quand Madame Broissard, qui était la patronne de Corian, m'avait demandé, j'ai fait pendant 1 an un travail avec les psychologues de Corian sur la fin de vie, qui aboutit à un livre blanc. Quand elle m'a demandé d'intervenir à la grande convention des directeurs des EHPAD Corian à Deauville, j'étais l'invitée surprise. On ne leur avait pas dit que je venais. Et elle m'a dit, je voudrais que vous leur parliez 20 minutes de la mort. Tous ces jeunes directeurs qui ont entre 30 et 45 ans, évidemment, font partie de cette génération qui n'a pas du tout envie d'en parler, qui n'a pas été sensibilisée ni formée à en parler. Et le thème de la convention, c'était prendre soin. Et je me souviens que j'ai commencé en disant, comment voulez-vous prendre soin d'une personne très âgée qui pense forcément à sa mort, si le jour où elle va lancer une perche, parce que les perches, on les entend. Oh, pourquoi la mort ne vient pas me chercher? Oh, c'est long d'arriver à mourir. Enfin, une parole comme ça, c'est une perche. Si on ne peut pas, à ce moment-là, alors je sais bien qu'on va me répondre, on n'a pas le temps, je sais, mais si on ne peut pas s'asseoir et simplement dire, j'ai 5 minutes, ou 10 minutes, pas plus, mais dites-moi ce que vous avez sur le cœur, leur faire signe qu'on peut entendre ce qu'elles ont à dire derrière cette perche tendue. Eh bien, c'est ça, prendre soin. C'est vraiment, c'est s'asseoir et montrer qu'on a, même si c'est peu de temps, qu'on peut être à l'écoute, alors que souvent, dans la tête de tous ces directeurs, on ne sait pas quoi dire ni quoi faire, mais il n'y a rien à dire ni rien à faire qu'être là et écouter. Et là, une des initiatives dont j'ai été proche, c'est la haie d'honneur qui a été mise en place dans un EHPAD Corian près de Montpellier. Je pense que vous connaissez peut-être la vidéo qui a été faite et dans laquelle j'interviens. La directrice de cet EHPAD, pendant 1 an, a travaillé avec toute son équipe pour voir comment on pouvait faire sortir le corps de la chambre d'une façon peut-être plus digne que de la faire passer par la petite porte des poubelles. Pendant 1 an, ils ont tous travaillé ensemble pour aboutir à ce projet de la haie d'honneur, qui est très simple, très sobre, mais si important, car depuis qu'elle a mis ça en place, dans cet établissement, on parle de la mort naturellement. Ce n'est pas du tout un sujet dont on ne parle pas. On en parle avec les familles, on en parle avec les résidents, qui tous savent qu'une haie d'honneur aura lieu pour eux le jour où ils mourront. C'est-à-dire que c'est un rituel qui est institué, qui consiste à aller chercher le corps, les pompes funèbres, avec une couverture, ce n'est pas du tout une housse, pardon, c'est une belle couverture que l'on met, et ça va descendre par l'ascenseur. En bas,
il y aura une haie d'honneur faite de tous ceux qui auront voulu venir, hein, c'est absolument pas obligé, bien sûr, les soignants, les résidents, les familles des résidents, du résident ou de la résidente, mais aussi des autres résidents. Et on diffuse la musique qu'a choisie le résident. Est-ce que vous vous rendez compte que, ne serait-ce que ça veut dire que dans cette EHPAD, tous les résidents réfléchissent à la musique qu'ils veulent pour leur haie d'honneur. Donc le sujet n'est pas tabou. On en parle, hein, on va diffuser donc pendant quelques minutes, et puis minutes de silence. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un moment de convivialité. Les soignants et les familles se prennent dans les bras. Hein, on voit que, moi dans la vidéo, on voit une soignante qui s'autorise à pleurer. Donc on exprime une émotion. C'est très simple, c'est très naturel. Eh bien, ce rituel change complètement l'approche de la mort dans cet établissement. Et on voit que là, ça fait beaucoup de bien à la santé mentale des personnes qui résident là. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage de plus. Et il se trouve qu'il fait peut-être la transition avec l'aspect prévention sur lequel on va consacrer le temps qui nous reste encore. Mais je vois que vous avez pris un micro. Ça doit être que vous avez envie de rajouter quelque chose. Juste une phrase que je dis régulièrement et pour lesquelles mes filles ont beaucoup de mal quand je leur dis ça, c'est « N'oubliez pas que la mort fait partie de la vie ». Et oui, c'est une phrase qui nous est familière et dont on finit pas d'essayer de faire le tour et de la profondeur. Alors, si on prend maintenant l'angle de la prévention, c'est avec l'idée de dire, est-ce que l'on peut faire quelque chose qui va prévenir les dégâts possibles pour une santé mentale qui serait ébranlée, ébréchée par des choses que nous aurions ratées? Alors, prévention, ce n'est pas au sens de la prévention primaire qu'éclairait Tanguy Châtel ce matin, parce que ça, les deuils, ils arrivent, etc. C'est bien la chose sur laquelle personne n'a de contrôle. En revanche, quand il disait il y a aussi la prévention secondaire, c'est-à-dire là, on peut essayer de détecter, on peut essayer de repérer tôt, on peut essayer de gagner en compréhension et en profondeur. Et après, il y a le niveau tertiaire qui est de dire on va essayer de cicatriser ou de mieux aider à cicatriser ce qui se cicatrisera plus ou moins vite. En ayant un peu ça dans la tête, je vous propose qu'on aborde peut-être 2-3 points. L'un peut être de dire comment est-ce que des groupes de parole peuvent permettre à des personnes âgées, par exemple, de quelque part, en fait, faire un bénéfice en termes de prévention. C'est peut-être, et là je demanderai à Marie de Henzel si elle veut bien évoquer ça, mais aussi sur un sujet très différent, de demander à Jean-Paul Rochard s'il veut bien raconter comment des formes d'habitat solidaire, d'habitat inclusif qui amènent des gens à habiter ensemble et ne pas rester tout seuls là où ils sont, chez eux ou dans un éventuel EHPAD, peut éclairer parce que ça met de la proximité. Et puis d'autres façons de créer finalement des choses qui vont avoir une action préventive. Alors vraiment modeste, personne ne rase gratis en la matière. Il n'y a que des cas particuliers et puis on ne peut que faire des petites voies de progrès, comme on l'a dit ce matin. Mais il y en aura peut-être d'autres à ajouter. Je pense notamment à ce qui était évoqué pour dire il y a peut-être des livrets pour expliquer aux différents acteurs, aux familles, etc., qu'on peut s'y prendre mieux que quand on fait simplement ça la première fois de sa vie, parce que ça vous était jamais arrivé. Voilà, on va essayer d'aborder ces points-là. Je ne sais pas dans quel ordre. Pourquoi pas, Marie de Henzel, si vous voulez bien, peut-être sur ce que les groupes de parole de personnes âgées, peut-être, dans des institutions, je ne sais pas, si vous voulez bien le développer pour dire en quoi il y a peut-être un espoir de prévention ou d'effet bénéfique, finalement, par rapport à ce risque pour la santé mentale des personnes. Alors, comme je l'ai dit ce matin, l'expérience que j'ai, c'est des groupes de parole, non pas dans les EHPAD, mais dans des résidences-services, où des personnes ont de 80 à 100 ans, mais elles rentrent autonomes, en tout cas. Elles sont autonomes quand elles y rentrent. Et ce groupe de parole qui s'appelle l'Aventure de vieillir, qui a été proposé et qui continue à être proposé dans ces résidences, c'est 8 séances où des personnes vont être invitées à parler. C'est-à-dire que il y a pas, les psychologues que j'ai formés sont beaucoup plus jeunes que moi, parce que moi
j'arrive à l'âge qu'ont les résidents là-bas, parce que j'ai presque 80 ans, les psychologues que je forme, sont beaucoup, beaucoup plus jeunes que moi. Donc, elles n'ont pas un savoir sur le vieillissement. Elles sont là pour faire circuler la parole et pour lancer un thème, hein, ou demander aux résidents de quoi ils veulent parler. Il y a un thème à chaque fois qui est demandé, c'est ça, demandé par les résidents, c'est de parler de la mort et de leur deuil, bien sûr. Parce que parler de la mort, c'est parler des personnes que l'on a perdues, bien sûr. C'est aussi parler de ces inquiétudes par rapport à la loi d'aide à mourir, entre parenthèses, parce que ça prend le relais de ce qu'a dit Damien ce matin. J'entends beaucoup de personnes me dire qu'elles ont très peur qu'une loi qui finalement permettrait qu'elles, si elles demandent la mort, elles reçoivent la mort dans les 48 heures. Et elles ont très peur d'être l'objet de pression de leur entourage, peut-être de leurs enfants, parce que ce que j'observe aussi, c'est que la solidarité intergénérationnelle s'effrite et que c'est une réalité. Hein. Vous parlez de 30% de personnes qui ne voient plus leur famille ou qui ont le sentiment d'être abandonnées. En tout cas, la question de la mort est abordée, c'est l'objet d'une séance. Et là, ce qui est intéressant quand on aborde le deuil, par exemple, le deuil, parce que beaucoup de personnes ont perdu, même quelquefois récemment, un conjoint, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs elles arrivent dans la résidence. Et bien aussi des couples qui arrivent dans la résidence et des couples dans lesquels il y en a un des deux qui meurt pendant le séjour dans la résidence. Eh bien, c'est intéressant de voir que si on aborde dans ce processus du deuil ce que les psys nous appelons l'héritage, hein, c'est-à-dire que la personne que l'on a aimée, que l'on a perdue, bien sûr, on va parler du chagrin que l'on ressent, de toutes les étapes du deuil qu'on connaît, qu'Elisabeth Kubler-Ross a très très bien défini, mais il y a cette notion d'héritage. La personne qu'on a aimée, qui est partie, et nous a laissé quelque chose. Elle nous a laissé quelque chose que l'on a à continuer. Moi, il y a cette phrase que j'aime beaucoup, les morts ne nous demandent pas de les pleurer, mais de les continuer. Eh bien, moi, j'entends des personnes âgées me dire ça. Elles parlent de la personne qu'elles ont perdue, de ce que cette personne leur a laissé, légué, en fait, quelque sorte, et on ne parle pas du tout du legs matériel, évidemment, et elles se sentent dépositaires de quelque chose qu'elles ont à continuer. Eh bien, je vais vous dire, ça, c'est une belle prévention de la santé mentale. Se dire, ben oui, ces qualités qu'avait mon mari, une amie, je veux dire, dont j'étais très proche, j'en suis un peu dépositaire et j'ai à continuer cela. Ça, c'est une très belle prévention de la santé mentale, de pouvoir parler du deuil dans ces termes-là. Hein. Donc, ça, c'est une... Et puis, alors, bien sûr, c'est... ce que j'aborde... il y a une question que j'aborde dans mon dictionnaire amoureux de la solitude, qui est sorti il y a quelques mois. Je parle des cafés mortels. Je ne sais pas, vous avez sûrement entendu parler de ça. C'est l'initiative de Bernard Cretaz en Suisse. Bernard Cretaz est mort il y a quelques années après avoir mis cela en place. Mais aujourd'hui, il y a des lieux en France dans lesquels on reprend cette idée de se réunir dans un café, autour d'un verre, autour d'un café. On prend l'ambiance café, quoi. On parle, on rit, on pleure, et on parle de la mort, on parle des personnes qu'on a perdues. Il n'y a aucun tabou. Et ça s'appelle les cafés mortels. Hein. En tout cas, les gens qui y participent disent à quel point ça leur fait du bien de mettre des mots, hein, de parler ensemble. Tout le monde n'est pas obligé de parler. Il y a une sorte de liberté qui est peut-être liée au fait que ce n'est pas un groupe de parole, là, c'est un café. Hein. Donc, avec ce côté informel, hein,
où on se met par petites tables et puis on parle ensemble. Voilà. Et on peut continuer à devenir ou à évoluer, en fait. Et on peut continuer encore à vivre, bien que nous ayons parlé de ça. Bien sûr. Alors, dans un genre peut-être tout à fait différent, mais peut-être avec un espoir qu'il y a un bénéfice en termes de prévention, j'ai envie de demander à Jean-Claude Rochard qu'est-ce que les expériences d'habitat inclusif ou d'habitat qui rassemblent des personnes, vous en avez une certaine expérience au niveau de l'UNAF, est-ce qu'elles ont un bénéfice dans cette situation où s'il y a des personnes âgées, et parmi elles des personnes âgées qui ont eu de nombreuses pertes et peut-être perdu récemment quelqu'un, est-ce que c'est un peu mieux qu'ailleurs? Est-ce que ça apporte quelque chose, ces genres de formules? Ça sera difficile de dire que c'est un peu mieux qu'ailleurs. C'est assez compliqué. L'habitat inclusif tel que nous le pratiquons dans les UDAF, puisque ça se décline dans certaines, pas toutes, mais les UDAF départementales, ça prend deux formes. Soit une colocation sur un même lieu où chacun a sa chambre et chacun vit en colocation, participe à la vie de la colocation, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et une autre forme qui est chacun reste dans son appartement, dans sa maison, et tous les jours, il y a sur un lieu où tout le monde peut se regrouper, ils se retrouvent pour avoir des activités, sortir, aller au cinéma, au théâtre, aller voir des expositions ou autres. Alors dans les deux cas, cette animation est peut-être identique, et il y a une animatrice ou un animateur qui, dans tous les cas, est présent, encore une fois, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. L'idée, c'est quoi ? Et on n'a pas employé beaucoup ce mot non plus depuis ce matin, c'est de recréer du lien social ou de créer du lien social. Ce sont des gens qui sont chez eux et âgés, moins âgés, avec quelques troubles parfois. Et l'idée, c'est justement ça, c'est de recréer du lien social. Et l'avantage, alors dans le cadre de notre colloque d'aujourd'hui, c'est que souvent ces personnes-là sont un petit peu loin de leur famille ou n'ont pas de famille, ou en tout cas pas de famille qui s'en occupe. Et l'idée, c'est de justement, alors je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas rentrer trop dans le détail, mais l'idée, c'est aussi, parce qu'on en a parlé, c'est aussi de se dire, en cas de deuil, alors dans le groupe, parce que du coup, le groupe est devenu une forme de famille, dans le groupe ou à côté du groupe, la vraie famille des résidents, c'est de pouvoir créer ce lien et cette solidarité à l'intérieur du groupe. Et c'est ça qui fait vraiment le point important, au-delà de créer du lien social. S'il devait y avoir un deuil, s'il devait y avoir une annonce de deuil, c'est que le groupe se resserre autour de la personne qui devrait survivre à ça. Voilà un peu l'idée de l'habitat inclusif. Alors il y a d'autres formes, je crois qu'il y avait quelqu'un qui était prévu pour le béguinage, mais l'idée c'est ça, c'est aussi, on voit poindre un peu partout maintenant ces formes de colocation plus ou moins autonomes. Voilà, donc l'habitat inclusif, en tout cas je vous ai un peu décrit ce que nous faisons nous dans les UDAF. Et en faisant un lien avec un mot qui a été employé ce matin, il me semble que ce groupe dont vous parlez, quelque part, il refait un monde auquel j'appartiens, auquel les uns et les autres on appartient, et du coup on sort de la situation de l'escargot tout replié sur lui-même et derrière sa coquille. Merci beaucoup d'avoir évoqué ça, parce que on voit que ce sont des voies très différentes, en fait, voilà, ça ne se manage pas de la même façon, mais que ce sont différentes façons de faire un peu de progrès en matière de prévention. Je vois que Marie de Henzel voulait rajouter un mot, bien sûr, et peut-être après, le micro peut aller tout au bout, là-bas, avec votre Je voulais micro. juste rajouter quelque chose sur ce que vous avez dit sur les habitats inclusifs, puisque je me suis intéressée au béguinage solidaire, mais il y a une chose qui m'a beaucoup, dont je témoigne, c'est que dans cette solidarité des personnes les unes avec les autres, cette petite communauté solidaire, quand je les ai rencontrées à Valognes,
je leur ai demandé, mais tous sont autonomes hein, quand ils arrivent. Qu'est-ce que vous ferez le jour où l'un d'entre vous perd son autonomie, tombe malade ou est mourant? Qu'est-ce que vous faites? Vous l'envoyez dans un EHPAD, à l'hôpital, dans un service d'urgence? Tous m'ont répondu non. Si la personne veut rester chez elle, c'est déjà elle qui décide, si elle veut rester chez elle, si les soins à domicile existent, et ça c'est évidemment la condition, s'il y a l'HAD, s'il y a les services de soins palliatifs à domicile, bien sûr c'est la condition, nous assumerons l'accompagnement humain à tour de rôle, alors que ce sont des personnes du même âge, hein, et même quelquefois plus âgées, c'est-à-dire venir voir la personne, lire à quelqu'un qui ne peut plus lire, prendre un repas avec elle, l'emmener dans le jardin pour aller voir les roses qui viennent d'éclore, voir un film avec elle. Nous n'avons jamais entendu ça. Et ça fait penser aux communautés japonaises, hein, des centenaires qui ont établi ce contrat de solidarité entre elles. Et au Japon, c'est une solidarité financière aussi. Eh bien, figurez-vous qu'à Valogne, il y a un couple qui est installé et qui a dit au directeur, au président, si jamais telle personne qui a vraiment peu de moyens ne peut pas rester dans la communauté, eh bien, nous assurerons la solidarité financière, c'est-à-dire que nous contribuerons. Je n'avais jamais entendu ça non plus. Je pense que c'est un début, peut-être, d'une forme de solidarité. Et que voilà une belle illustration de ce qui était évoqué ce matin avec l'idée de dire arrêtons de voir les gens dans un regard déficitaire, mais essayons de voir en quoi ils sont capacitaires ou ils sont toujours des personnes qui peuvent apporter une contribution. C'est un exemple absolument étonnant, jusque dans le sonnant et trébuchant. Chapeau. Alors oui, ça me donnait envie de faire un petit peu écho à autre chose, parce que là, effectivement, on a l'impression que l'EHPAD, c'est vraiment le lieu où il ne faut pas aller. Et en fait, non. Enfin, l'EHPAD, dans l'organisation actuelle, l'EHPAD ou l'unité de soins de longue durée, c'est là qu'arrivent ceux, comme disait une aide-soignante, quand ils viennent là, ils sont au bout du bout. Hein. Et je vous citerai quand même la parole d'un président de conseil départemental disant, attendez, hein, en EHPAD, maintenant vous prenez que des GIR, alors tout le monde sait ce que c'est, je pense, hein, des GIR 1, 2, 3, parce qu'il ne faut pas qu'ils vivent plus de 2 ans, hein, parce que ça pèse sur les finances. Ça pèse sur les finances. Donc, ce que je voulais dire pour la prévention, c'est que peut-être comment on peut réfléchir au niveau d'un territoire. Parce que toutes ces initiatives, béguinage, habitat partagé, c'est super. Lorsque j'avais interrogé le maire de la ville où je travaillais, il y avait une maison de retraite flambant neuve qui venait d'être reconstruite, qui était dans la ville, mais enfin, pas tout à fait au cœur de ville, merci. Et je lui avais dit, et comment les résidents ou les familles des résidents vont pouvoir aller au marché ou aller dans les commerces? C'est des citoyens quand même. Et le maire m'avait regardé, il m'avait dit non, ce n'est pas des citoyens, c'est des malades. Et de toute façon, l'hôpital, il est tout près. Donc, il n'y avait pas de transport urbain, il n'y avait rien de prévu. Pas d'accès, pas de route. Donc, on a vu tout à l'heure aussi que les politiques publiques, c'est quand même compliqué en termes d'autonomie, en termes de deuil, en termes de grand âge. Ce qui fait que peut-être il y a un échelon local des territoires auquel il faudrait penser. Moi, des fois, je rêve que dans chaque conseil municipal, quand on parle d'un projet, on se dise, et au fait, les personnes très âgées à domicile, comment elles participent à ce projet? Et les EHPAD, comment elles participent à ce projet? Alors tout ça aussi pour faire une transition que j'espère habile, avec un projet de la commission personnes âgées qu'on a à la fédération, qui serait d'organiser un événement dans chaque territoire avec l'appui de nos associations locales, où on parlerait autrement du grand âge, mais en disant ce sont des citoyens, comment on vit ensemble. Donc on a ce projet d'essayer de fournir une boîte à outils à chaque association pour créer un événement, mais en partenariat avec les structures du territoire. Parce que tout seul, on sera
encore à côté, encore isolés. Et je crois que pour la prévention, il faut lutter contre ce cloisonnement. Il faut tout faire exploser, les murs. Les EHPAD actuels n'ont pas de murs, elles ont des digicodes. D'accord ? C'est pareil. C'est pareil. Je rêve d'EHPAD complètement ouvertes où on pourrait prendre son café dans l'EHPAD, on pourrait traverser l'EHPAD pour aller dans la rue d'à côté. Mais voilà, une réflexion au niveau de chaque territoire et en tout cas au niveau des associations Jeanne Malve, on va essayer de travailler sur des outils pour favoriser cette réflexion globale. Parce que se sentir, avoir sa place, se sentir encore citoyen, être sur le territoire, je pense que c'est la meilleure des préventions. Alors, merci de cet encore rapport. Alors, je suis confronté à une chose difficile. Vous voyez que l'heure avance et en même temps, on échange de façon qui est peut-être assez riche. J'ai envie de poser une dernière question à toute la table ronde qui est là, sans forcer tous à répondre. Je vais vous mettre dans une situation fictive totalement brutale. Vous êtes les conseillers d'une précédente ministre qui était dans ce ministère. On va prendre par exemple Madame Vautrin, elle n'y est plus. Vous êtes la conseillère de Madame Vautrin sur ces sujets. Et Madame Vautrin vous pose la question de dire « je voudrais qu'on sorte vis-à-vis des députés un truc qui vraiment décoiffe et qui va être un peu décisif en matière de prévention de la dégradation de la santé mentale des personnes âgées endeuillées ». Vous vous souvenez de deux mots qui étaient dans la gradation qui avait été ouverte par Tanguy Châtel ce matin. Il a dit on ne va pas faire sans les personnes âgées, ça c'est très clair. On ne va pas trop faire pour les personnes âgées, ce n'est pas la meilleure approche. Il vaudrait mieux faire avec. Et puis il avait rajouté encore une deuxième formule, il faudrait faire à partir de. Si je vous pose cette extrêmement délicate question de dire si vous aviez à répondre à la précédente ministre, voilà, j'ai une bonne idée qui va jouer dans le sens de la prévention et qui s'appuie sur l'idée qu'on va faire avec ou à partir de les personnes âgées dont nous avons beaucoup parlé. Est-ce que ça vous laisse totalement sec ou est-ce que quelqu'un a le culot de dire « ouais, je crois que j'ai peut-être une pas trop mauvaise idée à conseiller à la ministre précédente ». Alors, ça peut redire des choses qu'on a dit ou ça peut dire autre chose. Allez, c'est parti. Merci. Juste la première pensée qui me vient là quand je vous entends dire « avec », c'est qu'il y a un empêchement. Alors, je suis un petit peu EHPAD-centrée, excusez-moi, mais il y a peut-être un empêchement à faire évoluer positivement les EHPAD lié à son histoire et à son héritage sanitaire. En l'occurrence, en sachant que la population actuelle des EHPAD, c'est à peu près 60-70% de personnes avec des troubles cognitifs, Madame la ministre, je vous inviterai à arrêter de penser les maladies neuro-évolutives seulement en termes de maladies que l'on décrit, mais à les penser en termes de déficit que portent les personnes avec ce type de maladie. Parce que les déficits dans d'autres secteurs, on sait faire. On sait penser qu'un déficit, ça se contourne, ça se pallie. Et que les avancées et le militantisme qu'il y a eu dans le secteur du handicap, et qu'il y a toujours dans le secteur du handicap, nous ont appris plein de choses pour réhabiliter la personne, et en l'occurrence là, la personne âgée en tant que citoyen. Voilà, Madame la Ministre, je suis prête à vous expliquer plein de choses là-dessus. Merci beaucoup, Florence Poinsart, d'avoir plongé la première à toute allure sur cette réflexion qui n'est pas simple. Séverine Labou. C'est pas simple, effectivement. Déjà, ce que j'aimerais rappeler, c'est que oser la prévention auprès des aînés, ça ne manque pas de panache. Je pense qu'on peut oser la prévention. C'est dès le plus jeune âge et c'est à tout âge et c'est jusqu'au bout de la vie.
Et donc, alors, rappelez aussi en préambule, malheureusement, nos politiques actuelles ne mettent pas suffisamment de moyens dans la prévention, parce que la prévention doit toujours faire ses preuves. Or, c'est très difficile à évaluer, et pourtant, il y a des modèles de calcul qui sont en train d'émerger pour prouver que quand on fait de la prévention, on fait en plus des économies. En plus d'améliorer la santé pour les personnes, on fait des économies pour l'État. Bon, bref, ça étant mis à part, moi, je vais vous parler de quelque chose de très pratico-pratique. Parce qu'à un moment donné, je suis sur le terrain. On a, dans notre région Hauts-de-France, et mon établissement, on a la coordination régionale, des ESPREV, 13 ESPREV, des équipes spécialisées en prévention inter-EHPAD. On en porte une et on porte la coordination régionale. Elles ont des thématiques très précises, telles que la chute, mobilité, troubles de la déglutition et maladie de Parkinson, et accompagnement des troubles cognitifs, notamment s'agissant de la vie intime, accompagnement non médicamenteux, etc. Donc on a des thématiques très précises, et c'est entre les EHPAD. Notre ARS met à peu près 3 millions d'euros. Elle met les moyens. Et ça marche. Moi, ce que j'aimerais proposer, déjà, on a quelques régions qui nous reprennent, mais ce n'est pas dans un programme national. J'aimerais qu'on soit mis dans un programme national et qu'on nous étende notre possibilité d'intervenir sur d'autres thématiques telles que la santé mentale, par exemple, et qu'on puisse intervenir aussi à domicile, et pas que entre EHPAD. Parce que s'il y a bien une chose qu'on sait, nous, les acteurs en EHPAD, c'est tout ce qu'on voit quand quelqu'un entre en EHPAD. Tout ce qui n'a pas pu être accompagné. Il ne s'agit pas de jeter la pierre aux acteurs du domicile. Ils sont dans la même situation que nous en termes de démographie médicale ou de moyens. Mais je vais vous donner un exemple très pratico-pratique. On sait que 60% des résidents entrant en EHPAD ont des troubles de la déglutition. Quand on sait que c'est évitable, les conséquences que ça, on se dit mince, est-ce qu'en tant qu'acteur d'EHPAD, on ne pourrait pas aller sur le territoire, nous être autorisés, et notamment à l'aide de ces équipes mobiles de prévention inter-EHPAD, partager de ce savoir et anticiper, parce que on n'est pas dans notre façon de travailler à vouloir absolument que les gens entrent en EHPAD. Hein. On veut aussi, nous aussi, participer au retardement, voire à l'évitement de l'entrée en EHPAD. Parce que je voudrais juste rebondir sur une petite chose. 9 personnes sur 10 qui travaillent en EHPAD disent qu'ils ne voudraient pas vivre en EHPAD. C'est aussi pour dire que quand vous rentrez en EHPAD, c'est que vous n'allez pas bien et que votre famille est allée jusqu'au bout de son accompagnement. 6 ans d'espérance de vie en moins pour un aidant. C'est peut-être. Alors l'EHPAD doit encore s'améliorer, mais c'est peut-être aussi parce que c'est la signification effectivement que l'état de santé ne peut plus être accompagné à domicile. Enfin bref, une idée très pratico-pratique, des équipes mobiles de prévention inter-EHPAD et à domicile sur plein de thématiques dans toute la France pour qu'on partage le savoir. Merci. Et si c'est pratico-pratique, c'est sûr que la ministre va être enchantée de votre suggestion, parce qu'en plus, on pourrait le faire. Il y a peut-être encore une ou deux idées. Voilà, parce que c'est un peu provoquant ce que je vous ai posé. Laurence Mitaine, oui. Moi, j'aurais envie d'organiser des états généraux du grand âge et d'organiser des vrais débats citoyens avec nos personnes âgées qui sont dans les EHPAD et à domicile, et que les CCAS, on va y avoir bientôt les élections en mairie, etc. Donc ça peut faire partie des projets à venir. D'accord. Et il y a des conseils municipaux des jeunes. Pourquoi on ne pourrait pas intégrer ou mélanger l'intergénérationnel ou faire un conseil des sages avec nos anciens des villes. Enfin voilà, il y aurait quelque chose à faire dans ce sens-là pour qu'ils soient acteurs aussi. Et ceux qui ont 90 ans, 95 ans aujourd'hui, qui ont déjà fait tout un parcours de vie, qu'ils le transmettent et ils peuvent voir avec toute cette expérience ce qu'il faudrait faire pour les années à venir. Voilà, qui fait des échos aux citoyens de tout à l'heure qui étaient dans ce que disait Marianne Monchamp. Je crois qu'il y a peut-être encore une ou deux suggestions. Alors peut-être dans l'ordre où je vous vois, Marie de Henzel, et puis peut-être après Jean, et puis peut-être. Voilà, allez-y. Rapidement en plus, c'est difficile. Dans le cadre de ces états généraux du grand âge, qui est une très bonne idée, je trouve. Moi, j'ai une action actuellement auprès de David Lisnard qui me fera venir en février à une réunion de tous les adjoints au maire chargés de l'action sociale. Parce que je voudrais leur parler de ce dont je vous ai parlé, de ces groupes de personnes âgées qui, parlant entre elles, contribuent à garder l'estime d'elles-mêmes et donc à prévenir une grande partie de la perte d'autonomie. Je pense que c'est dans les communes, si on instituait un lieu, un temps dans lequel les personnes
vieillissantes. Alors, bien sûr, ce sont des personnes qui ne sont pas en institution, mais qui sont chez elles ou dans des résidences autonomie, mais qui sont autonomes, pouvaient se réunir pour parler ensemble. L'expérience que j'ai, c'est que dans un groupe, par exemple, de 20 personnes, vous en avez, disons, la moitié qui a déjà une certaine estime d'elle-même. Les personnes l'ont. Eh bien, quand elles parlent, ceux qui sont en voie de la perdre ou qui l'ont perdue la retrouvent en se disant « Tiens, ce qu'elle vient de dire, ça me donne une idée. Pourquoi je ne vois pas les choses comme ça ?» Ça ouvre des portes. Et je pense que de parler ensemble, et là, ça ne coûterait pas cher. Ce n'est pas une mesure qui coûte cher. C'est une décision politique, une décision d'un maire, un lieu à trouver, un temps. C'est une question d'organisation, ça ne coûte rien. Merci beaucoup d'avoir en plus une mesure que l'on pourrait mettre en œuvre sans les difficultés de Bercy. Pierre Charazac et puis peut-être Jean-Paul Rochard. Je vais devoir prendre mon train et non sans vous remercier pour tout ce que j'ai appris dans cette journée et vous remercier encore une fois de m'avoir invité à participer à cette journée. Moi, je ne saurais pas trop quoi suggérer, si ce n'est une fois de plus le juge de paix qui est la raison économique. C'est malheureux d'être amené à ça, mais je pense que l'écoute demande du temps, des psychologues, des soignants disponibles, etc. Il faut penser encore une fois au budget des EHPAD. J'aurais voulu juste dire à la ministre alors que une petite remarque au sujet de la politique du deuil. Les morts pour la France, eux, ont droit à la haie d'honneur et sont reconnus, sont fêtés, voilà. Donc la politique n'ignore pas complètement le deuil, mais c'est un deuil particulier. Et ils sont appelés chaque année. Et oui, au moment. Merci. Et peut-être le dernier mot, oui, Jean-Paul Rochard. Je vais être beaucoup plus terre à terre. Je regarde madame parce que je crois que vous n'employez pas le mot d'EHPAD ce matin, mais une maison de repos, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Et moi, je trouve que ce mot d'EHPAD me pose un vrai problème. D'abord, tous les résidents ne sont pas dépendants. Et ça m'embête de voir cette lettre à la fin du mot. Et puis l'hébergement, ça me fait penser un peu à la SPA. Donc, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Alors, il y a personnes âgées, ça c'est bien, mais hébergement et dépendant, ça me pose problème. Donc voilà, qu'on trouve un autre mot. Je n'y ai pas réfléchi parce que votre question a été trop rapide. Mais voilà, je pense que vous employez maison de repos, je ne sais pas si c'est le bon non plus, mais c'en est un autre qui est moins péjoratif d'après moi. Et merci parce que vous dites que les stéréotypes, il faut se libérer des stéréotypes que nous projetons sur eux, et en fait, y compris là. Merci beaucoup. Ça ne donne pas envie d'y aller, hein, pardon, mais...